Depuis les origines, le climat rythme la vie sur notre planète. Il repose sur un fragile équilibre. Toutes les plantes et les animaux dépendent intimement de son évolution. Par le passé, de toutes petites modifications climatiques ont suffi à engendrer de profonds bouleversements biologiques. Le climat est un système complexe. Il dépend d'un grand nombre de paramètres. Le Soleil joue un rôle très important dans la grande machine climatique. Il est la principale source d'énergie sur Terre. L'énergie solaire est inégalement répartie entre les régions du monde. La forme ronde de notre planète ne permet pas aux rayons du Soleil d'atteindre la surface du globe de manière uniforme. Les tropiques reçoivent beaucoup plus d'énergie que les pôles. Ceci se traduit par de grandes différences de température au sein même de notre planète. La composition de l'atmosphère impacte notre climat. Les nuages et les gaz atmosphériques agissent comme des filtres pour les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace. Périodiquement, l'attraction des planètes modifie la distance entre la Terre et le Soleil. Plus la Terre se rapproche du Soleil, et plus son climat se réchauffe. À l'inverse, plus elle s'en éloigne, et plus son climat se refroidit naturellement. Tous les 100 000 ans, le climat du globe passe successivement d'une période très froide, appelée période glaciaire, à une période interglaciaire, comme celle que nous vivons aujourd'hui. Le climat suit des oscillations naturelles quasiment imperceptibles à l'échelle d'une vie d'homme. Pourtant, depuis 150 ans, tout s'accélère. La température moyenne de la Terre ne cesse d'augmenter sous l'effet des activités humaines. Une première dans toute l'histoire climatique.
comment prédit-on la météo? Le temps qu'il fait est lié à la façon dont les masses d'air se déplacent dans l'atmosphère. Ces masses d'air peuvent avoir des caractéristiques très différentes, en fonction de l'endroit où on se trouve et bien sûr de la période de l'année. Ces caractéristiques sont entre autres le taux d'humidité, leur vitesse de déplacement, leur température et la pression. La pression qui joue un rôle déterminant est directement reliée au poids de l'air qui se trouve au-dessus du point considéré. Au niveau du sol, elle est d'environ 1013 hectopascales, ce qui signifie que nous avons l'équivalent d'une masse d'air de 1 kg par centimètre carré au-dessus de nos têtes. Notre tête supporte donc un poids équivalent à plus de 250 kg. Cette pression de l'air varie donc en fonction de la quantité d'air qu'il y a au-dessus de nous, mais aussi de sa température. Ces variations sont faibles, quelques pourcents, mais elles ont un effet considérable sur le temps. Par exemple, dans un anticyclone, la pression est élevée au niveau du sol et l'air se déplace verticalement vers le bas tout en s'asséchant. Les nuages disparaissent donc et on aura plutôt du beau temps. Au contraire, dans une dépression, c'est-à-dire quand la pression est plus basse que la moyenne au niveau du sol, l'air se déplace vers le haut en se chargeant d'humidité et il se forme donc des nuages. L'air se déplace aussi des zones de haute pression vers les zones de basse pression, donc des anticyclones vers les dépressions. Les équations qui permettent de prédire les mouvements de l'atmosphère ont été découvertes il y a près de 200 ans. Et elles sont assez compliquées et ne peuvent être résolues que par des superordinateurs. Mais surtout, les mouvements atmosphériques prédits par ces équations sont extrêmement complexes, au point que les physiciens appellent ce type de comportement le chaos. Ce qui rend ces mouvements aussi complexes, c'est que deux situations atmosphériques très proches vont aboutir au bout de quelques heures ou quelques jours à une météo radicalement différente. C'est l'effet papillon. Le battement d'aile d'un papillon à Paris peut provoquer au bout de quelques jours une tempête à l'autre bout du monde. Or, pour résoudre ces équations, il faut commencer par donner à l'ordinateur la situation actuelle, c'est-à-dire la température, la pression, la vitesse et toutes les autres propriétés de l'air en chaque point de l'atmosphère, c'est-à-dire sur toute la surface du globe et à toutes les altitudes. C'est bien sûr impossible. On ne peut fournir à l'ordinateur que ce que l'on connaît, c'est-à-dire les relevés fournis par les stations météo, des navires, des ballons-sondes, etc. L'ordinateur reconstitue une carte globale de l'atmosphère à partir de ces données. Mais cette carte est forcément inexacte en partie. Et ces inexactitudes engendreront des prévisions très erronées. Voilà pourquoi la capacité de prédiction des météorologistes est limitée. Une fois que l'ordinateur a réussi à reconstituer la carte de la situation météorologique initiale, il peut résoudre les équations pour prédire l'évolution des masses d'air, et donc le temps du lendemain. Il va donc fournir l'état de l'atmosphère en chaque point de l'atmosphère. Mais calculer l'état de l'atmosphère en un grand nombre de points prend beaucoup de temps. Et puis ce n'est pas très utile. On se doute bien que s'il fait froid quelque part, il fera tout aussi froid à 1 km de là. L'ordinateur crée donc une grille dont les points sont tous espacés de la même distance. Plus la distance est grande, plus le calcul est rapide. Mais le problème, c'est que l'ordinateur va se servir de ce résultat pour calculer le temps du surlendemain. Et plus la maille de la grille est grande, moins le résultat est précis. Il faut donc trouver le juste milieu entre un calcul rapide mais suffisamment précis. Souvent, les instituts comme Météo France utilisent plusieurs modèles. Par exemple, un modèle qui calcule l'évolution mondiale avec une maille de 25 km et un modèle qui va se focaliser sur une zone plus restreinte, comme la France, avec une maille de 10 km. La foudre semble pouvoir réveiller les flammes de l'enfer.
Cette tornade de feu de 100 mètres de haut consume tout sur son passage. En son centre, la température dépasse les 1000 degrés. L'air tout autour est happé dans la fournaise et projette les flammes vers le ciel. C'est le même principe d'élévation de l'air chaud qui fait progresser la mousson vers l'Australie. Yo les trashers, pour cette vidéo, levez les yeux vers le ciel, nous partons à la découverte d'un monde aussi beau qu'étrange. Quand la foudre nous joue des tours. Vous voyez cette boule de lumière se baladant librement en Sibérie. Il ne s'agit pas d'un ovni ou d'un kaméhaméha perdu, mais bien d'une boule de foudre. Il a fallu attendre 2007 pour reproduire et expliquer ce phénomène étrange. On le retrouve dans de nombreuses gravures, dans Jules Verne ou encore dans Tintin. Et ça pourrait même vous arriver. 38 cas de foudre globulaire ont pu être attestés dans des avions. Il existe plusieurs théories. La plus probable, c'est celle de la vaporisation de métaux comme le silicium. Mais des chercheurs plus fous parlent carrément d'antimatière, quand d'autres confondent ce phénomène avec l'effet Corona le long de lignes électriques, ou du reflet d'une araignée sur une caméra de surveillance. Dans le ciel, la foudre est capable de nous offrir des spectacles incroyables. Par exemple, les orages volcaniques. Des tubes de fumée brûlantes, pleines de particules de métaux et de carbone qui se frottent, autant vous dire que c'est la fête. Alors bien sûr, vous ne verrez jamais ça à l'œil nu. C'est grâce à l'exposition longue des appareils photo. C'est un peu de la triche, j'avoue, mais c'est comme ces photos. Personne n'a jamais vu ça de ses yeux. Enfin, presque. Il y a un endroit, dans le monde, où tous les éclairs semblent se réunir. L'orage de Catatumbo. Nous sommes au nord-ouest du Venezuela et en silence, seulement pendant la nuit, 20 000 éclairs zèbrent le ciel. Et c'est au même endroit, 150 nuits par an. Autant vous dire qu'ils sont dans le Guinness Book des records et c'est une véritable attraction touristique. La cause ? Le relief, la mer des Caraïbes, le sous-sol riche en uranium ou le méthane des marécages. En vrai, on sait pas trop. Dernier phénomène orageux que je trouve le plus fascinant, les sylphes rouges, les elfes et les jets bleus. Ils naissent bien au-dessus des orages. Ils nous sont quasi invisibles. On ne les étudie que depuis quelques années et aucune explication sinon des théories. Perturbations ionisantes, pluie d'électrons spatiaux ou impulsions électromagnétiques. On ne sait pas. Potée glacée. Si vous êtes un petit crabe, je vous déconseille fortement de rencontrer ça. C'est un brinicle, aussi appelé doigt glacé de la mort. Il grossit très vite et tout ce qu'il touche est transformé en glace. Il s'agit en fait d'une poche d'évacuation d'eau très salée et très froide venue de la couche de glace au-dessus. Et ça grossit jusqu'à toucher le fond et faire des ravages sur la faune. Mais la glace n'est pas toujours synonyme de mort. Elle peut nous offrir des spectacles magnifiques. Des cristaux si beaux qu'ils donnent l'impression d'être une plante au milieu de l'Arctique. De la glace si pure qu'on a l'impression de marcher sur l'eau. Des mers de brume, des fleurs de gel, des pénitences pointues ou encore ces rouleaux et ces donuts qui se forment naturellement avec le vent, qui peut donner cette invasion de boules de neige comme ici sur les plages de Sibérie l'année dernière. Mais je termine avec mon favori, ces grands cercles de glace tournoyantes. Qui n'ont rien de paranormaux, mais sont sculptés par les courants. Des nuages venus d'ailleurs. On en arrive à ma partie favorite. Depuis tout petit, je suis fasciné par le ciel. Presque tous les jours, je photographie ceux de Paris à ma fenêtre et parfois, c'est sublime. Mais le ciel peut nous offrir des monstres qui nous mettent à genoux par leur beauté comme leur dangerosité. Les nuages orageux sont vraiment ce qu'il y a de plus beau.
comme ici des nuages Arcus, de véritables rouleaux compresseurs qui peuvent atteindre 10 000 mètres de haut. Leur forme finale sont les orages supercellulaires qui peuvent avoir ces formes absolument grandiloquentes. Croyez-le ou non, mais les nuages, c'est comme les Pokémon. Il y en a beaucoup, certains sont extrêmement rares, et très récemment, on en a découvert de nouveaux. Leur Pokédex, c'est l'Atlas international des nuages. Et cette année, 12 nouveaux types ont été ajoutés. Parmi mes favoris, on a le Fluctus, qui ressemble à des vagues. Les Cavum, qui donnent cette impression d'avoir été transpercés par un coup de poing divin. J'avoue qu'au Moyen-Âge, ça devait faire bizarre. Les Mammatus ou nuages mamelles, des nuages organiques, un peu comme si toutes les déesses de l'Olympe te montraient leur poitrine. Les Pyrocumulus qui naissent des feux de forêt et des éruptions volcaniques, donnant cette allure fascinante d'explosion nucléaire. Et enfin, les nuages lenticulaires, qui donnent ces formes étranges, tout droit sortis d'un film de science-fiction. Je ne compte d'ailleurs pas le nombre de vidéos sur YouTube où les gens confondent ça avec des ovnis. Mais à part ça, ils peuvent même coiffer les montagnes d'un joli chapeau. Personnellement, j'ai pu voir ce spectacle magnifique au Chili, sur le volcan Villarrica. Il m'arrive souvent à ma fenêtre de me dire que dans nos villes, nous ratons tous ces spectacles. Promis à voir le dernier film au cinéma ou le Dragon Ball Super qui vient de sortir, mais pourtant, là maintenant, pendant que tu es devant ton écran, peut-être que quelque part, il se joue dans le ciel le plus beau spectacle de l'univers.